Bienvenue à tous dans French Podcast. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un secret bien gardé, la fameuse technique interdite des polyglottes pour apprendre le français. Emmanuel, tu te souviens de la première fois où tu as entendu parler de cette méthode ? Oh oui, Charline, c'était à Montréal, justement. J'étais là-bas pour une semaine et j'ai décidé de tester cette technique. Franchement, j'ai été bluffé. L'idée, c'est pas juste d'apprendre des listes de vocabulaire, mais de s'immerger à fond, tu vois ? Genre, répéter activement, parler tout seul, écouter les gens dans la rue. Exactement, c'est l'immersion active. On en parle souvent, mais peu de gens osent vraiment l'appliquer. Tu te souviens, Emmanuel, de ce moment où tu t'es surpris à penser en français après seulement quelques jours ? Oui, c'était fou. Je me suis mis à commander mon café en français sans réfléchir, à répondre spontanément. C'est là que j'ai compris la puissance de cette méthode. Mais bon, c'est pas magique non plus, faut s'y mettre sérieusement. Mais tu sais, il y a des pièges classiques qui freinent beaucoup d'apprenants. Le perfectionnisme, par exemple. On veut tout dire parfaitement, du coup on n'ose pas parler. Ah oui, la peur de l'erreur, c'est terrible. Et puis, l'apprentissage passif, genre, juste regarder des vidéos sans vraiment participer. J'ai vu un groupe d'étudiants, Charline, ils stagnaient parce qu'ils restaient dans leur zone de confort. Tu te rappelles ? Oui, ils faisaient que des exercices écrits, jamais d'oral. Résultat, dès qu'il fallait parler, c'était le blocage total. Mais alors, comment on dépasse ce blocage à l'oral, selon toi ? Pour moi, c'est l'immersion, encore une fois. Mais c'est sous-estimé, tu trouves pas ? Les gens pensent que c'est réservé à ceux qui voyagent, alors qu'on peut s'immerger même chez soi. Justement, parlons des astuces concrètes. On peut pratiquer sans prof, L'autodialogue, écrire un journal, écouter des podcasts, participer à des rencontres linguistiques. Oui, et il y a plein d'outils pour ça. Duolingo, Tandem, les meetups, même un défi tout simple, genre une conversation par jour, ça change tout. Olivia, dans un autre épisode, expliquait comment ce petit défi avait boosté son niveau en quelques semaines. C'est vrai, et c'est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être à Paris ou à Montréal, on peut le faire depuis son salon. Alors, pour vraiment progresser, il faut intégrer l'immersion dans sa routine. Genre, se faire un calendrier hebdo. Un film en français le mardi, un article à lire le jeudi, une rencontre linguistique le week-end. Et pourquoi pas tester la réalité virtuelle ou des applis de simulation ? Ça permet de s'immerger dans des situations réelles, de commander au resto, demander son chemin. C'est super pour la confiance à l'oral. Oui, et s'engager à parler avec un natif chaque semaine, c'est vraiment le top. Même en ligne, ça marche très bien. Un autre point clé, c'est l'autocorrection. S'enregistrer en train de parler puis réécouter, ça aide à repérer ses erreurs récurrentes. Et puis, il y a des outils de correction automatique ou alors demander un feedback à un natif après chaque session. C'est pas toujours agréable, mais c'est comme ça qu'on progresse. Oui, et il faut réviser régulièrement ses erreurs pour pas les refaire tout le temps. C'est un peu fastidieux, mais ça paie sur le long terme. La motivation, c'est le nerf de la guerre. Faut se fixer des objectifs clairs, genre réussir un entretien ou regarder un film sans sous-titres. Et varier les activités pour pas tomber dans la routine. Un jour un podcast, un autre jour une rencontre, puis un peu d'écriture. Et surtout, célébrer chaque petit progrès. Même si c'est juste comprendre une blague ou réussir à commander au resto, ça booste la confiance. Pour avancer, il faut mesurer ses progrès. Un journal de bord, c'est super utile. Noter les nouveaux mots, les erreurs, les situations où on a parlé. Et faire des évaluations régulières, genre des tests en ligne ou des entretiens avec un partenaire linguistique. Ça permet de voir où on en est et d'ajuster sa méthode. Demander des retours précis à des natifs ou à des formateurs, c'est aussi essentiel pour cibler les points à améliorer. Pour aller plus loin, on peut intégrer des jeux de rôle en ligne, des simulations virtuelles, ça met dans des situations variées, c'est top pour l'aisance. Et utiliser des applis de suivi pour planifier et analyser ces sessions immersives. On voit ce qui marche, ce qui bloque. Sans oublier les échanges linguistiques réguliers, avec des objectifs précis à chaque fois. Ça rend la pratique plus efficace. Pour garder la motivation, un système de récompense, ça marche bien. Genre, s'offrir un film en français après une semaine d'effort ou inviter un ami à pratiquer. Et varier les méthodes pour éviter la monotonie. Podcast, échange, écriture, faut que ça reste fun. Et puis, planifier des évaluations régulières pour voir les progrès et ajuster le plan d'apprentissage. Un truc que j'aime bien, c'est la réflexion hebdomadaire. Prendre 10 minutes pour analyser ce qui a marché ou pas dans la semaine.
Oui, et utiliser des outils d'auto-évaluation, comme s'enregistrer ou faire des quiz en ligne, ça permet de suivre sa progression, à l'oral comme à l'écrit. Et surtout, rester flexible. Si une méthode ne marche pas, on ajuste, on teste autre chose. C'est comme ça qu'on garde la motivation. L'immersion, c'est aussi la culture. Participer à des événements français, même en ligne, ça enrichit le vocabulaire et la sensibilité culturelle. Et suivre des médias français, des journaux, des podcasts, des séries, on s'habitue aux accents, aux expressions, aux contextes sociaux. Un journal de bord culturel, c'est pas mal aussi. On note chaque nouvelle expression ou référence et on essaie de l'utiliser dans la vie de tous les jours. C'est vrai, la culture, c'est la clé. Les festivals, les ateliers culinaires, les clubs de lecture. Même à distance, on peut participer et apprendre plein de choses. Et puis plus on s'immerge dans la culture, plus on comprend les subtilités de la langue. C'est ce qui fait la différence à l'oral. Pour l'accent, rien de mieux que d'écouter des natifs, podcasts, vidéos, et de répéter à voix haute même si on se sent un peu ridicule au début. S'enregistrer, comparer avec les natifs, c'est super efficace. Et les ateliers de phonétique, ça aide à maîtriser les sons difficiles du français. Oui, et le feedback personnalisé, c'est ce qui permet de vraiment progresser sur la prononciation. On revient encore à la culture. Les festivals, les ateliers, les médias, plus on s'immerge, plus on progresse. Et tenir un journal de bord culturel, ça permet de garder une trace de tout ce qu'on apprend et de l'intégrer dans ses conversations. Les échanges linguistiques en ligne, c'est génial pour pratiquer dans des contextes authentiques et recevoir des corrections en temps réel. Et lire de la littérature française moderne ou classique, ça enrichit le vocabulaire et la compréhension des nuances culturelles. Regarder des films ou des séries avec sous-titres en français, c'est aussi un super exercice pour l'oreille et les expressions idiomatiques. Pour éviter la monotonie, il faut varier les médias, documentaires, chansons, blogs, ça stimule différents aspects de l'apprentissage. Et participer à des clubs de discussion en ligne, ça permet d'échanger sur des sujets culturels et d'enrichir son vocabulaire. Les applis de suivi, c'est pratique pour planifier et analyser sa consommation de médias et voir ce qui motive le plus. Encore une fois, les échanges avec des natifs, la lecture régulière, les films, c'est la combinaison qui fait la différence sur le long terme. Et chaque nouvelle expression, chaque nuance culturelle, c'est un pas de plus vers la maîtrise du français. Pour l'intonation, il faut pratiquer, imiter les natifs, se concentrer sur le rythme et la musicalité du français. Les applis de reconnaissance vocale, c'est top pour évaluer sa prononciation et recevoir des conseils ciblés. Et les sessions de coaching phonétique, en groupe ou individuel, ça permet d'aller encore plus loin. Participer à des ateliers de cuisine ou de danse, c'est vivre la culture de l'intérieur et ça enrichit le vocabulaire dans des contextes concrets. S'abonner à des newsletters culturels, c'est aussi une bonne idée pour recevoir des expressions et des références à intégrer dans son discours. Et écrire des petits textes ou dialogues avec le vocabulaire appris, ça renforce la mémoire et l'aisance à l'oral. Pour finir, intégrer les médias français dans sa routine, c'est essentiel. Podcast, séries sans sous-titres, ça améliore la compréhension naturelle. Et suivre des comptes de médias sociaux français, ça permet de rester à jour sur l'actualité, les expressions, les registres de langue. Un calendrier de consommation médiatique, c'est pas mal pour diversifier ses sources et mesurer sa progression. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces astuces vous aideront à progresser en français. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, Charline. Avec plaisir, Emmanuel. Merci à toi et merci à tous nos auditeurs. À très bientôt sur French Podcast. Salut tout le monde et bon apprentissage. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. Tu sais, cette fameuse technique interdite dont tout le monde parle chez les polyglottes? J'ai trop envie que tu nous expliques ce que c'est vraiment, parce que franchement, ça m'intrigue à mort. Ah, la technique interdite. Oui, c'est un peu le secret de Polichinelle dans le monde des polyglottes, tu vois. En gros, c'est une méthode qui consiste à imiter, à fond, les natifs. Genre, tu répètes tout. Tu copies les intonations, les expressions, même si tu comprends pas tout au début. Ça intrigue parce que, certains disent que c'est la clé pour parler super vite, mais d'autres trouvent ça un peu risqué, tu vois. Dans la communauté, il y a ceux qui jurent que c'est magique, et d'autres qui trouvent que c'est limite de la triche, ou que ça peut te piéger. Mais attends, c'est marrant parce que j'ai une copine, Lisa, qui a tenté ce truc-là en cachette.
Elle voulait progresser plus vite, alors elle s'est mise à répéter tout ce qu'elle entendait, même les pubs à la radio, et franchement, elle a eu des résultats, mais elle osait pas trop en parler, comme si c'était un peu interdit, tu vois? Ah ouais, c'est typique. Beaucoup le font en douce, parce que ça a ce côté un peu méthode secrète. Bon, alors, les avantages, c'est clair. Tu gagnes en fluidité, tu prends confiance à l'oral, et tu développes une sorte de réflexe, tu vois? Genre Luca Lampariello, un polyglotte super connu, il dit que c'est comme ça qu'il a appris à parler plein de langues, juste en imitant en mode perroquet. Mais, il y a un mais. Mais attends, ça peut pas devenir un piège, ce truc-là? Genre, tu fais le robot et tu piges rien à ce que tu dis? Exactement. C'est là que ça coince parfois. Tu peux avoir une fausse aisance, tu parles vite mais tu comprends pas tout, ou alors tu répètes des trucs sans vraiment saisir le sens. Je me souviens, à Berlin, j'ai voulu impressionner pendant un échange linguistique. J'ai sorti une phrase que j'avais entendue, mais complètement hors contexte. La personne en face m'a regardé genre « Mais pourquoi tu dis ça? Grosse boulette, quoi !» Bon, alors, si on veut pas tomber dans le panneau, t'aurais des conseils concrets? Genre, comment on fait pour utiliser la technique sans finir par parler comme un robot? Je veux des astuces, là, vraiment pratiques. Ouais, carrément. Déjà, faut pas juste répéter bêtement. Tu fais des pauses, tu t'arrêtes pour vérifier si t'as compris, tu reformules à ta sauce, et puis tu peux t'enregistrer, te réécouter, corriger spontanément. C'est comme une vraie conversation, tu vois? Tu t'autorises à faire des erreurs, mais tu reviens dessus. Ah, ça me rappelle un atelier où la moitié du groupe s'est mise à parler comme des robots. C'était trop drôle. On s'est tous mis à répéter les mêmes phrases, et au bout de 10 minutes, on n'en pouvait plus, on a éclaté de rire. Mais en vrai, il y en a qui ont progressé super vite, et d'autres qui sont restés bloqués sur les mêmes expressions. Ouais, c'est ça, faut trouver le juste milieu, sinon tu deviens une machine à répéter, et c'est pas le but. Pour vraiment tirer le meilleur de la technique, faut l'intégrer dans une routine équilibrée. Genre, tu fais de l'immersion passive, tu écoutes des podcasts, tu lis un peu tous les jours, mais tu combines ça avec des moments où tu parles, tu écris, tu t'exprimes vraiment. C'est ça qui va renforcer ta compréhension et ton expression. Ouais, et puis, si tu fais toujours la même chose, tu t'ennuies, non? Moi, j'aime bien varier. Un jour une vidéo, le lendemain un podcast, après un petit échange sur une appli, ça évite de tourner en rond et de faire toujours les mêmes erreurs. Exactement. Et puis, tu te fixes des petits objectifs, genre cette semaine, je veux maîtriser 10 nouvelles expressions ou une structure grammaticale. Comme ça, tu vois où t'en es et tu peux ajuster si tu bloques quelque part. Donc, si je comprends bien, faut vraiment penser à un planning global, pas juste à la technique interdite. Genre, tu mixes immersion passive, comme écouter French Podcast, et des trucs plus actifs, genre écrire ou parler avec des natifs? Ouais, c'est ça. Tu fais un peu de tout. Tu utilises des applis, tu regardes des vidéos, tu fais des échanges linguistiques et surtout, tu te donnes des objectifs précis chaque semaine, genre apprendre 5 expressions ou maîtriser une règle de grammaire. Comme ça, tu progresses vraiment et tu restes motivé. Et concrètement, tu planifies comment tes sessions? Genre, tu bloques des moments pour écouter, d'autres pour parler? Ouais, je fais ça. Par exemple, le matin, j'écoute un podcast en français en prenant mon café, et le soir, j'écris un petit texte où je fais un échange avec un natif. Et chaque semaine, je me dis « Ok, cette semaine, je veux comprendre cette règle ou utiliser ces 10 expressions. » Après, j'évalue si j'ai réussi ou pas. Mais tu changes souvent de ressources ou tu restes fidèle à tes applis et podcasts préférés? Franchement, je varie tout le temps. Un jour, une vidéo, le lendemain, une appli, après un échange linguistique, ça stimule différentes compétences et tu t'ennuies jamais. Et puis, chaque semaine, je me donne un objectif précis, genre 10 nouvelles expressions ou une règle de grammaire à maîtriser. Comme ça, je vois mes progrès et je peux ajuster si besoin. Donc, en gros, tu fais un peu de tout chaque jour? Immersion passive, puis active, puis tu changes de support? Ouais, c'est ça. Je planifie ma journée en alternant, un peu d'écoute, un peu de lecture, puis je parle ou j'écris. Et je change de ressources. Comme ça, je découvre toujours des trucs nouveaux. Et chaque semaine, je me fixe un petit challenge, genre 10 expressions à apprendre, et je fais le point à la fin de la semaine. Et tu fais comment pour pas te lasser?
Parce que franchement, moi si je fais toujours la même chose, je décroche vite. C'est pour ça que je varie à fond. Un jour podcast, un jour vidéo, un jour échange avec un natif, et puis je me donne des objectifs précis, genre 10 nouvelles expressions ou une règle de grammaire. Comme ça, je vois mes progrès, et si je bloque, je change de méthode ou de support. Mais tu fais comment pour savoir si la technique interdite te convient vraiment? Tu t'auto-évalues ou tu demandes l'avis de quelqu'un? Déjà, j'essaie de voir où j'en suis, ce que je veux vraiment améliorer. Ensuite, je me fais un petit planning avec des moments pour écouter, parler, écrire, et chaque semaine, je note ce que j'ai appris, où j'ai galéré, et j'ajuste. Si je sens que je stagne, je change un truc. Ou je demande un retour à un natif, ou à un coach. Et pour aller encore plus loin, t'as des astuces pour vraiment optimiser la technique? Genre des trucs de pro? Ouais, tu peux faire des sessions de feedback avec un partenaire ou un coach pour corriger tes erreurs. Et puis, tu peux tester des techniques de mémorisation, comme la méthode Loci ou la répétition espacée, pour retenir les expressions. Et surtout, tu tiens un petit journal d'apprentissage, tu notes ce qui marche pas, et tu ajustes ta stratégie chaque semaine. C'est comme ça que tu progresses vraiment, tu vois? Bon, je crois qu'on a fait le tour de la fameuse technique interdite. Franchement, c'était super intéressant et j'espère que ça va aider plein de gens à progresser en français. Ouais, et si vous testez la technique, venez nous raconter vos expériences, hein? On adore lire vos anecdotes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Podcast. Merci Emmanuel, c'était top comme d'hab. À la prochaine, salut! Salut Charline, salut à tous. Écoute la 3e partie de Podcast français. Bienvenue à cette exploration linguistique. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez intrigants sur l'apprentissage du français, et plus spécifiquement, semble-t-il, pour les polyglottes. Oui, bonjour. Intriguant, c'est le mot. Alors, on a quelques éléments ici. D'abord, des extraits d'un livre, Polyglotte, maîtriser le français avec la technique interdite. Et puis, une référence à une vidéo YouTube. Podcast en français, parler français couramment, technique interdite des polyglottes. Ce qui frappe tout de suite, évidemment, c'est ça. Technique interdite. C'est curieux, non? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans ce contexte d'apprendre une langue? Ah oui, c'est clair que ça accroche. Le terme « interdite », ça fait tout de suite penser à quelque chose de, pas très conventionnel. C'est ça. Peut-être un peu en marge des méthodes plus classiques qu'on apprend à l'école, ou alors ça promet des résultats hyper rapides, spectaculaires. Une sorte de recette miracle cachée. Voilà, quelque chose comme ça. Ces titres, en tout cas, ils nous vendent un peu une clé pour parler français couramment. Du coup, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un peu plus loin que ces titres. Exactement, de décortiquer un peu cette promesse. Alors, commençons peut-être par l'extrait du livre. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, sur cette fameuse approche? Alors, l'extrait du livre, il semble vraiment mettre l'accent sur une forme très, très intensive d'imitation, ce qu'on appelle parfois le shadowing. Le shadowing, d'accord. Oui. L'idée, en gros, c'est de choisir un locuteur natif, de l'écouter, mais alors très attentivement. Pas juste les mots, mais le rythme, l'intonation, la musique de la phrase. La prosodie, quoi. C'est ça. Et de répéter quasi en même temps. Comme une ombre vocale. D'accord, mais répéter sans forcément comprendre au début, ça me paraît un peu à contre-courant des méthodes habituelles qui insistent d'abord sur la compréhension. Tout à fait. Et c'est peut-être justement ça le côté interdit, ou en tout cas le côté moins orthodoxe. L'hypothèse derrière, ce serait que forcer, en quelque sorte, l'appareil phonatoire à imiter les sons, le flux de la langue, même sans piger au début, Oui. ça habitue le cerveau. Ça l'habitue aux structures sonores, au rythme. Et la compréhension, elle viendrait après, plus naturellement, une fois que l'oreille et la bouche sont calées sur le français. Ah, intéressant. On bypasserait l'analyse grammaticale consciente, en fait. En quelque sorte, oui. Pour une acquisition plus physique, presque. Kinesthésique, on pourrait dire. Très centré sur l'oral, donc. Et la vidéo YouTube, alors, est-ce qu'elle apporte autre chose ou elle dit la même chose? La vidéo, elle a l'air de reprendre ce principe de base, mais peut-être en le ciblant un peu plus. Elle insisterait sur l'utilisation de dialogues authentiques. Genre des podcasts, comme celui cité dans le titre? Exactement. Des podcasts, des interviews. Et sur la répétition de, disons, morceaux de conversation utiles, des expressions idiomatiques, des tournures. D'accord. Elle pourrait aussi suggérer de s'enregistrer soi-même pour comparer, pour voir l'écart entre sa propre prononciation et l'original. Une sorte de feedback, quoi. D'accord.
Et alors, revenons à ça. Pourquoi ce serait particulièrement adapté aux polyglottes? C'est ce que les titres mettent en avant. On peut imaginer plusieurs raisons. Souvent, les polyglottes, ils ont déjà développé une meilleure oreille, si on peut dire. Une sensibilité plus fine pour entendre et reproduire des sons qui ne sont pas dans leur langue maternelle. C'est vrai. Ils sont aussi souvent moins intimidés à l'idée de parler sans être parfaits. Plus habitués à se jeter à l'eau, comme on dit. Oui, ils ont moins cette barrière de la peur de l'erreur, peut-être. C'est ça. Et cette technique, elle demande une certaine audace. Il faut oser imiter sans trop réfléchir, sans trop d'inhibition. Et puis, leur expérience d'apprentissage leur permet sans doute de repérer plus vite les motifs, les patterns qui reviennent dans le flot de paroles qu'ils imitent. D'accord. Donc si on essaye de résumer, cette technique interdite, ce serait une sorte de shadowing poussé à l'extrême, très concentré sur la copie du son et du rythme avant même la grammaire, et présenté comme un booster, surtout pour ceux qui ont déjà appris d'autres langues. C'est tout à fait ça. Après, le terme « interdite », faut sans doute le prendre avec des pincettes, hein. C'est sûrement plus un coup marketing qu'autre chose. Oui, j'imagine. Le shadowing en soi, c'est pas un secret d'État. Mais l'approche décrite ici, elle semble assez radicale dans sa mise en œuvre. Priorité absolue à l'imitation sonore immédiate. Ce n'est sans doute pas une méthode complète à utiliser toute seule, mais plutôt un outil. Un outil puissant, peut-être, à ajouter à sa boîte à outils. Qui met l'accent sur un aspect souvent un peu négligé. Exactement. La prosodie, la musique de la langue. C'est souvent le parent pauvre dans les méthodes plus traditionnelles. Ça remet vraiment l'oreille et la capacité à reproduire physiquement les sons au centre du jeu, en fait. Tout à fait. Et ça pose des questions intéressantes sur l'équilibre entre apprendre implicitement, par imprégnation, par imitation, et puis apprendre explicitement en étudiant les règles de grammaire, etc. C'est vrai. Ces sources, avec leur titre un peu provocateur, elles nous invitent à penser à ces voix peut-être moins aînées, moins conventionnelles. Et pour finir, peut-être que ça nous laisse avec une petite réflexion au-delà de n'importe quelle technique qu'on l'appelle interdite, secrète ou super académique. Quelle est la part de notre propre audace, finalement? Cette capacité à oser imiter, à oser parler même si c'est pas parfait, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui détermine en grande partie la vitesse à laquelle on progresse vraiment vers la fluidité? C'est une excellente question pour conclure. L'audace de se lancer. Très important, sans doute.